Alright, donc bienvenue au podcast numéro 4 de l'Université Crypto. Dans ce podcast-là, on va parler ensemble de deux choses. On va parler ensemble du halving, donc c'est le 4-year cycle, le fameux cycle de 4 ans de Bitcoin. Puis ensuite de ça, on va vous parler de comment gérer vos émotions en crypto, puis comment apprendre aussi les cycles émotionnels de la crypto. Dans le dernier épisode, on a vu ensemble l'ETF Bitcoin qui a été approuvé le 11 janvier. Grosse nouvelle excitante. Beaucoup de volatilité dans le prix dans la semaine. Et puis, on a fait une comparaison du ETF Gold. On a regardé un petit peu ensemble la corrélation entre les mauvaises nouvelles, les bons prix, les mauvaises nouvelles, les mauvais prix. Et puis, présentement, comme il y en a qui savent peut-être, il y a une corrélation entre les cycles d'élections présidentielles aux États-Unis et le halving de 4 ans. C'est ça que je veux parler sur ce podcast-là parce que le 4-year cycle, il y en a plusieurs qui le connaissent, il y en a plusieurs qui le connaissent pas, il y en a plusieurs qui vont être invalidés, etc. Mais au niveau de la mécanique de Bitcoin, ceux qui ne le savent pas, Bitcoin, dans le fond, il y a qu'est-ce qu'on appelle, dans le fond, une limite de Bitcoin disponible qui est de 21 millions. Fait que ça veut dire que no matter what, il n'y aura jamais plus que 21 millions de Bitcoin. OK? Donc, ils ne peuvent pas en imprimer comme l'argent, ils ne peuvent pas en créer, etc. C'est 21 millions de Bitcoin, il n'y en aura jamais plus. Il n'y a même pas assez de Bitcoin pour chaque millionnaire sur la planète. Fait que ça, c'est quand même assez intéressant. Fait qu'il y a souvent des gens qui se demandent, mais qu'est-ce qui crée la rareté de Bitcoin, pourquoi ça monte cette affaire-là? Bien, c'est simple, c'est l'offre et la demande et aussi le fait qu'il y a une limite. Un peu comme l'or, OK? Si on regarde un petit peu l'or, puis là, je vous fais une corrélation un petit peu avec l'or et le Bitcoin parce que c'est deux assets qui sont extrêmement comparés. L'or, si on regarde dans les débuts, les gens partaient à l'attaque puis ils s'en allaient avec leur pioche. Puis ils essayaient de chercher de l'or, OK? Puis ensuite de ça, bien, qu'est-ce qui fait que l'or est autant en demande? C'est qu'on peut faire des bijoux, on peut faire des montres, on peut faire... Bien, c'est un asset qui est... C'est beaucoup utilisé dans tout le monde du luxe. OK? Puis le fait que l'or est un métaux qui est quand même difficile à trouver puis qu'il n'y en a pas en quantité illimitée, fait en sorte qu'il y a un prix qui est rattaché à ça qui augmente. Fait que si tu veux, vu qu'il y a une quantité limitée, puis que c'est dur à trouver, ben si tu en veux, ben paye. C'est un peu ça que ça fonctionne. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est le supply and demand. OK? Puis si on avance un petit peu d'année en année, ben la pioche est devenue un gros camion, etc. Fait que clairement qu'ils n'ont plus la même méthode pour aller trouver de l'or aujourd'hui qu'ils l'avaient il y a 100 ans. Right? Il y a 100 ans, ils partaient avec des pioches, puis c'était des petits... ils brassaient des petits trucs, puis là, au travers des roches, il y avait des ors. Aujourd'hui, je suis convaincu que dans les mines d'or ou quoi que ce soit, ils ont des machines qui de plus en plus sophistiquées pour être capables d'aller chercher cette fameuse or-là. Puis ils cherchent probablement plus au sommet de la Terre, probablement qu'au stade où ils sont rendus avec des machines à certains niveaux dans le sol, que c'est de plus en plus dur. Puis le moyen, l'humain moyen n'est pas capable d'aller chercher de l'or. Ils ont besoin de grosses compagnies puis de moyens beaucoup plus 2024 pour être capable d'aller chercher cet or-là. Puis c'est ce qui crée la rareté, c'est ce qui crée l'offre et la demande. Fait que c'est pas compliqué. S'il y a moins d'offres, s'il n'y a pas beaucoup d'offres, puis il y a plus de demandes, ben ça fait en sorte que le prix augmente. Fait que c'est un peu la même chose avec Bitcoin où on regarde présentement le Bitcoin qui est 21 millions de supply, il n'y en aura jamais plus. Puis la demande, ben moi je suis en crypto depuis 2016-2017. Puis si on regarde un petit peu au niveau médiatique, au niveau des médias, au niveau de le narratif crypto, au niveau de la population, il y a une bien plus grande demande en ce moment au niveau des marchés, au niveau de la crypto que ce qu'il y avait en 2016. Le ETF qui vient d'être approuvé fait qu'on va avoir plusieurs trillions de dollars qui vont probablement rentrer dans les marchés des cryptos 2024-2025 avec BlackRock, Fidelity puis plein d'autres compagnies qui vont commencer probablement à faire investir l'argent de leurs clients à travers les ETF Bitcoin. Donc ça, c'est sûr que ça crée une méga grosse demande. Puis le fait qu'il y a une limite au niveau de comment il y a de Bitcoin de disponible. Puis il y a beaucoup de holders aussi. Hein. Comprenez qu'il y a beaucoup de gens qui possèdent la crypto depuis 5-10 ans puis qui les vendent pas, qui les hold. Fait que quand je dis il y a 21 millions de Bitcoin, ça, c'est ce qu'il y a en supply. C'est le nombre de Bitcoin, mais il y en a plusieurs qui les hold puis qui les vendront pas tout de suite ou probablement jamais. Puis ça fait en sorte qu'il y en a beaucoup moins de disponibles si tu veux en acheter. Puis là, il y a un algorithme dans Bitcoin qui s'appelle le halving. OK? Puis comment ça fonctionne, le halving? C'est aux 4 ans. OK?
l'algorithme de Bitcoin fait qu'aux 4 ans, les mineurs, OK, puis là, je fais la corrélation avec l'or, OK, les mineurs, c'est quoi les mineurs de Bitcoin, clairement, qui ne partent pas avec le pioche puis le machine pour aller chercher du Bitcoin parce que tout est informatisé, OK? Donc, comment ça fonctionne, le mining, dans le marché des cryptos avec Bitcoin? C'est que les mineurs, c'est des ordinateurs, OK? Si on recule, encore une fois, de 10-15 ans, on pouvait miner de la crypto-monnaie du Bitcoin avec notre ordinateur. Fait qu'un petit ordinateur à une coupe de 100$, v'là 14 ans, pouvait miner du Bitcoin. OK? D'année en année, avec le halving, la difficulté de mining, à chaque 4 ans, elle double. Donc, ça veut dire qu'au départ, tous les mineurs combinés, exemple, dans le monde, avec leur ordinateur, leur Windows, whatever, ils pouvaient miner, mettons, 25-30 bitcoins par jour. OK? Puis ensuite de ça, il est arrivé un halving 4 ans plus tard, que là, au lieu d'avoir 30 bitcoins par jour qui se minent, la difficulté de mining a doublé. Donc, là, on passe de 30 à 15 bitcoins par jour qui peut être miné. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez une bunch de gens qui se battent pour miner le plus de bitcoins par jour. Puis pour être capable de miner du bitcoin, ben là, si Joe, avec son ordinateur Windows, il ne peut plus compétitionner contre les gars qui ont des machines sophistiquées pour ça. Donc, qu'est-ce qui se passe généralement dans ces situations-là? C'est que les gens essayent d'aller chercher la technologie de l'année pour être capable d'avoir des outils qui minent le plus de Bitcoin pour être capable de performer davantage et faire plus de cash. Fait qu'à chaque 4 ans, on passe de, mettons, 30 Bitcoins par jour, 4 ans plus tard, 15 Bitcoins par jour. Après ça, 4 ans plus tard, 7,5 Bitcoins par jour. Après ça, 3,4 Bitcoin par jour, 3,75 Bitcoin par jour. Puis après ça, 1 Bitcoin par jour. Puis éventuellement, ça va être des fractions de Bitcoin qui vont être minées à chaque jour. Puis là, le prochain halving qui s'en vient, il est au mois d'avril. Puis si on regarde le graphique, OK, vous voyez présentement mon écran, on a eu notre premier halving ici de Bitcoin le 19, mois de novembre 2012. Il n'y a pas de date précise, mais mettons novembre 2012, on a eu notre premier halving et puis on peut voir la corrélation après ça avec la coupure du nombre de Bitcoin qui est miné à chaque jour et regardez le prix, qu'est-ce qui s'est passé par la suite, une explosion dans le marché. On peut voir le deuxième halving ici qui est au mois de juillet 2016. Encore une fois, je vais enlever tout ça. On est ici juillet 2016, halving, et puis ensuite de ça, explosion dans le prix. Pourquoi? Parce qu'on minait 2 fois moins de Bitcoin à chaque jour après le halving. Il y avait plus de demandes. Là, la demande fait que le prix augmente. Et puis ensuite de ça, notre dernier halving, avant celui qu'on va avoir au mois d'avril, qui était mai 2020, on a eu notre halving. Qu'est-ce qui s'est passé après? Bitcoin qui a explosé jusqu'à 69 000. Puis là, le prochain halving qui est au mois d'avril. Donc là, c'est assez intéressant de voir que de cycle en cycle, à chaque halving, on a une explosion dans le prix. Pourquoi? Parce que là, on va passer de, mettons, 5 bitcoins qui minaient à chaque jour à 2,5. Puis la demande est plus grande parce qu'il y a plus un intérêt au niveau du public. Les ETF, les gens qui commencent à être excités, ils veulent du bitcoin. Donc, s'il y a moins de bitcoin qui est miné, donc il y a moins de supply disponible, puis il y a plus de demande, bien, théoriquement, le prix devrait augmenter parce que c'est comme ça que ça fonctionne, l'offre et la demande. Vraiment excitant, qu'est-ce qui s'en vient au mois d'avril. OK? Donc, ça, c'est quelque chose que, puis pour vous donner un parallèle, OK, pour les gens qui ne comprennent pas nécessairement le halving, c'est comme si, mettons que moi, j'ai un pommier, OK? Puis que mon pommier, là, il me donne 50 pommes par année, OK? Puis moi, dans le fond, je suis toute seule avec les 50 pommes, OK? Donc, je peux avoir 50 pommes par année, OK, right? À chaque année, mon pommier me donne moins de pommes. Puis moi, ben, parce que j'en ai parlé à tout le village, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à mes pommes de mon pommier. Fait que, mettons, année numéro 1, le pommier donne 50 pommes, je suis seul à les manger. J'ai 50 pommes à moi. Easy, right? La deuxième année, là, les pommes sont délicieuses, j'en ai parlé à mon village. Puis là, on a 3 personnes du village plus moi qui en veulent des pommes cette année. Puis là, Colin, le pommier, la deuxième année, au lieu de donner 50 pommes, il en a juste donné 30. Bien là, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, on a 30 pommes dans le pommier, puis on est 4. Fait que là, j'en ai plus 50 à moi, là. On en a à peu près 7 chaque, là. Fait que là, si on veut avoir des pommes, il faut se les distribuer à part égale, ou il y a quelqu'un qui doit payer plus cher s'il veut les pommes, OK? Après ça, l'année numéro 3, ben là, au lieu de donner 30 pommes, le pommier a décidé qu'il en donnait 15.
Puis là, ben, ça s'est parlé, le bouche-oreille s'est parlé. Puis là, au lieu d'avoir 4 personnes qui veulent des pommes, il y en a 15. Fait que 15 pommes dans l'année, il y a 15 personnes qui veulent des pommes. Fait que c'est une pomme par personne ou quelqu'un qui en veut plus, il doit payer plus cher. Parce que là, la demande fait qu'il y a juste 15 pommes, on est 15. Fait que s'il veut l'acheter, s'il en veut 5, il va falloir qu'il paye plus cher. Après ça, l'année numéro 4, là, le pommier, il dit non, pas 15 cette année, moi, je donne 5 pommes. Mais là, le village s'est parlé, là, tout le monde veut des pommes. On est rendu avec 50 personnes qui veulent des pommes, puis notre pommier en donne juste 5 cette année. Ben là, ceux qui veulent, il n'y en aura pas des pommes pour tout le monde. Il y en a qui vont avoir des fractions de pommes, il y en a qui vont prendre une bouchée dans la pomme de l'autre. Mais ce qui est clair, c'est que ceux qui veulent des pommes, il va falloir qu'ils payent overpriced la pomme. Il va falloir qu'ils payent plus que qu'est-ce que ça valait il y a 5 ans parce qu'on a moins de supply, on a moins de pommes à chaque année, mais on a plus de gens qui en veulent. Puis c'est exactement ça qui se passe présentement avec avec Bitcoin, où à chaque 4 ans, on a 2 fois moins de Bitcoin qui se fait miner avec l'algorithme du halving, mais la population, si on recule de 10 ans, personne ne parlait de ça, les cryptos, et puis d'année en année, il y a une euphorie dans le marché de plus en plus que la bull run s'en vient, où ce que là, les gens commencent à parler de Bitcoin, là, commencent à investir, les ETF, la régulation dans le marché, les grosses institutions qui commencent à rentrer. Donc, ça fait en sorte que la demande va être beaucoup plus grande et l'offre qui est disponible diminue à chaque 4 ans. Donc, on devrait voir une explosion dans le prix après le halving du mois d'avril parce que l'algorithme de Bitcoin aux 4 ans fait que moins de supply, plus de demandes avec les ETF va faire en sorte que le prix devrait augmenter. C'est fou, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Puis c'est quand même quelque chose qui est quand même fou. Puis ça fit également avec les élections américaines. C'est quand même fou la corrélation entre les halvings puis les élections américaines. L'élection américaine 2024 qui est en novembre, OK? Puis là, on ne rentrera pas dans le dossier politique, c'est pas le seul but du podcast, mais c'est quand même fou à quel point il n'y a aucun politicien, que ce soit Trump, que ce soit Biden, que ce soit n'importe qui, il n'y a aucun politicien qui veut mal paraître finance parlant ou bourse parlant pendant une année d'élection, right? Ils ont assez à se battre à travers le compétitionner un contre l'autre puis gagner l'intérêt du public qu'ils ne veulent pas avoir une bourse qui est dans le négatif, ils ne veulent pas avoir des investisseurs qui sont dans le négatif. Si vous regardez les cycles des élections américaines 4 ans, la bourse dans une année d'élection américaine performe très bien. Est-ce que c'est comme ça, historiquement parlant, 100 ans passés? Il doit y avoir des moments que ça ne corrèle pas, right? Comme dans l'histoire. Sauf que si on regarde les derniers 4 cycles de 4 ans d'élection américaine, à tous les années, la bourse a bien performé lors d'une élection américaine. C'est très rare qu'on va avoir, moi je ne le vois pas depuis les 20 dernières années, qu'on a une année d'élection américaine où ce que le marché est vraiment négatif de 20, 30, 40 Puis, c'est drôle parce que 2020, c'est ça qui est arrivé. On a eu l'élection américaine, puis le Bitcoin est parti jusqu'à 69 000, puis c'est également l'année du halving. Fait qu'on a 2 événements extrêmement importants en 2024. On a le halving de Bitcoin au mois d'avril qui va couper le nombre de supply et puis la demande qui devient de plus en plus grande. Puis on a également les élections américaines novembre 2024. Est-ce que novembre 2024, dans ces coins-là, septembre, octobre, novembre, pourrait être le catalyste qui amène Bitcoin à des nouveaux sommets? Est-ce qu'on pourrait voir des nouveaux sommets au niveau de la bourse? Je crois peut-être que oui. Même, je suis plus porté vers le oui que vers le non parce que si on regarde au niveau de l'analyse technique puis au niveau des statistiques, à chaque année d'élection américaine, on a une bourse qui est positive puis de plus en plus, la crypto est rattachée à la bourse. Donc, personnellement, c'est ce que je crois. Donc, faites des recherches là-dessus. Allez voir, c'est vraiment fou. Écrivez, exemple, 2024, élection américaine, regardez la date. Écrivez élection américaine 2020, regardez la date. Puis regardez comment le marché s'est comporté. Écrivez élection américaine 2016, regardez comment le marché de la bourse s'est comporté. Écrivez élection américaine 2012, regardez à quel point la bourse et le Bitcoin, c'est sûr qu'avant 2012, on n'avait pas de Bitcoin en 2008, ça a commencé plus tard, fait que c'est un petit peu dur de voir les statistiques, mais depuis 2012, regardez à chaque fois qu'on a eu une élection, et puis le halving aussi, on a tout le temps eu une explosion de marché après ça, fait que c'est quand même intéressant, c'est vraiment fou de voir les corrélations entre halving et élection américaine, puis on sait que l'élection américaine, c'est les plus grandes dans le monde, fait que
ça a un gros mot à jouer sur la bourse. Okay? Ils veulent pas, comme j'ai dit, ils veulent pas avoir une bourse dans le négatif dans une élection américaine. Ça paraît très mal pour la personne qui est en ce moment au pouvoir. Ça va être beaucoup facile de le détrôner puis de laisser la place à quelqu'un d'autre. Mais si la personne qui est en position, la bourse va bien, tout va bien, ben c'est plus facile de garder son spot. Fait que encore une fois, on ne rentre pas dans le côté politique, mais ça l'aide énormément. Ensuite de ça, il y a une autre chose. On parlait dans le dernier podcast numéro 3 de l'émotion. On parlait de mauvaises nouvelles, souvent ça amène un prix montant. Mauvaise nouvelle, bonne nouvelle, ça amène un prix qui est en descente. Ça m'amène à vous parler d'un outil que j'adore énormément qui s'appelle le Fear and Greed Index. Okay? Fait que l'émotion du marché. Fait que là, on rentre, c'est pas au niveau des prix, c'est pas au niveau du technique, mais c'est un outil, c'est un indicateur que j'adore pour repérer les bas de marché, les hauts de marché. Okay? Puis, c'est directement sur le site ici, ça s'appelle Crypto Fear and Greed. Tu le vois sur mon écran présentement. Crypto Fear and Greed Index sur Google. Okay? Le site officiel, c'est alternative.me. Puis ensuite de ça, vous descendez ici, puis vous allez voir la grille, okay, de l'émotion du graphique depuis les dernières années. Là, le graphique part de 2018. Puis vous allez voir, okay, faites des recherches de votre côté. À chaque fois que Bitcoin est, dans le fond, l'émotion du marché est en haut de 80, c'est un bon moment de vente. Ça veut dire que plus que le graphique ici là, monte, ici jusqu'à 100, plus qu'on va avoir le monde qui sont greedy, donc qui voient des chiffres un peu comme Bitcoin quand il était à 69 000, il y en a qui parlaient de Bitcoin à 500 000 puis 1 million. Fait que plus que le numéro à gauche est élevé jusqu'à 100, plus que le marché est excité greedy, et puis plus que le niveau à gauche ici est en baissant, 20, 10, 0, plus que le marché est en peur. Okay? Puis généralement, il faut faire le contraire de la masse. Okay? Il y a une raison pourquoi il y a beaucoup de gens qui perdent dans ce marché-là, c'est basé sur les émotions. Puis, si on se fie statistiquement, si on faisait juste le contraire de la majorité des gens qui perdent, donc quand ils sont en peur, on achète au lieu de vendre, et quand ils sont en greed, puis tout ça, nous autres, on vend au lieu d'acheter, bien, on serait dans le positif. Okay? Sauf que ça, c'est facile à dire. Maintenant, à faire, c'est une autre chose. Il y a souvent des gens qui sont confrontés à prendre action sur des émotions qu'il ne faut pas. Mais ce qui est clair, c'est que c'est un outil qui m'a énormément aidé, le Fear and Greed Index, qui est un outil où si on faisait juste comme investisseur, c'est pas un outil vraiment fait pour les traders, mais c'est un outil comme investisseur passif dans la crypto qui va vous aider énormément à savoir quand acheter et quand vendre, juste en repérant. Quand on a des zones ici entre 80 et 100, c'est des zones qu'il faut vendre. Okay? Fait qu'encore une fois, c'est pas ça qui va vous permettre tout le temps d'aller chercher le top de marché exact. Et puis quand on a le fear, okay, donc les gens sont en fear de 20 à 0, c'est un moment qu'on accumule du Bitcoin, on accumule des cryptos. Puis on regarde ici, si on fait juste regarder, vous voyez bien mon écran, juin 2019, okay, c'était un moment que le marché était en fear à 92. Si on va voir dans le graphique ici, puis on va voir juin 2019, ça nous amène au top de marché ici. Et puis à ce moment-là, on a eu une drop de 70% plus dans le marché des cryptos. Si on regarde attentivement ici, puis on va voir, je suis convaincu que là, on a un moment de peur. On parle de 20 mars 2020. Si on s'en va dans le graphique ici, puis on va voir le 20 mars 2020, regardez, on a un gros moton de peur ici, autour de 10. Fait que, honnêtement, c'est comme investisseur, je pense pas que... je sais qu'il y en a qui ne veulent pas nécessairement faire du trading et tout ça, puis c'est pas pour tout le monde. Moi, quand j'ai commencé dans la crypto, j'étais plus là comme un investisseur passif qui voulait acheter des cryptos puis faire du holding sur le long terme, tout ça, puis qui ne voulait pas nécessairement apprendre à faire support, résistance, lire des graphiques, tout ça, mais cet outil-là m'a énormément aidé au fil des années à comprendre comment fonctionnent des tops de marché, comment fonctionnent des bas de marché. Puis comme je vous dis, Bitcoin, cette année, il est allé à 15 000. Puis si on regarde ici, juin 2022, bien, juin 2022, ça nous amène ici. Fait que, théoriquement, si on avait suivi ce graphique-là, on aurait acheté ici du Bitcoin autour de 18-19 000, ce que moi, j'ai fait personnellement. Puis, finalement, on a eu un Bitcoin à 15 000. Fait que, est-ce que c'est tout le temps précis, pile poil, si exemple, le Fear and Greed, le Fear est en bas de 10, c'est le bas de marché complet. Non. Il faut comprendre qu'il y a une marge d'erreur entre l'investissement à long terme et le trading. Mais on s'entend-tu que quelqu'un qui a acheté du Bitcoin à 19 000 l'année passée, au lieu puis qu'il y a 15, il n'en a pas acheté pour X raison parce qu'il avait tout mis sa liquidité à 19 000, mais que tu aies acheté à 19 ou à 15 quand il est monté à 48, en ce moment, on voit juste ici sur l'écran, on est rendu avec un greed qui est à 76, on arrive au moment de vendre. Fait que quelqu'un qui a acheté à 19 ou à 15,
c'est un héros. Dans les deux cas, il a fait énormément d'argent. Il a fait 200% de son portefeuille. S'il a acheté à 20 000 puis qu'il a vendu autour de 40 ou même 48 000, il a doublé son portefeuille, right? Fait que cet outil-là, le Fear and Greed Index, comme investisseur passif, c'est un outil que vous devez porter attention. Puis de juste comprendre que quand on a un indicateur comme le greed qui est en haut de 80, 90 et même 100 qu'on n'a jamais vu dans l'histoire, c'est le moment où il faut vendre. Parce que la majorité des gens vont commencer à vous parler de Bitcoin, vont vous commencer à parler de moments d'acheter, puis qu'ils ont mis tout leur argent dans Bitcoin. Puis je suis convaincu que les gens qui m'écoutent en ce moment, qui ont déjà vécu une bull run, ont acheté dans le top entre 60 et 69 000. Puis si vous aviez juste suivi cet indicateur-là ici, vous auriez vendu autour de janvier 2021 ou même potentiellement ici en octobre-novembre 2021, quand on était à 80. Ben, c'était le temps de vendre, right? Puis juste en suivant ça, puis en comprenant absolument rien de l'analyse technique, vous allez pouvoir vous éviter plusieurs erreurs. Fait que ça, c'est de juste comprendre une chose. Quand le marché est greedy, puis que tout le monde parle de Bitcoin, puis l'excitation est pognée, posez-vous la question. Pourquoi il se passe ça? Puis essayez de faire un reverse engineer de est-ce que je suis en train d'acheter quand c'est pas le temps ou c'est bon que j'achète en ce moment? Puis des fois, s'asseoir sur ses deux mains puis juste attendre un retracement ou attendre que le marché soit en peur, c'est la chose à faire. Maintenant, quand le marché est en peur, puis qu'on a, on a le fear qui est à 20 ou whatever, ben encore une fois, même exemple, de s'asseoir sur ses deux mains, puis d'acheter ou de ne pas vendre. Si vous avez acheté, mettons, du Bitcoin à 19 000 puis qui est descendu à 15, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont paniqué pour racheter plus bas ou quoi que ce soit, puis qu'après ça, ils ont regretté. Mais comme investisseur, de juste comprendre ce graphique-là, puis d'utiliser ça dans votre vie d'investissement de tous les jours, c'est pas quelque chose qui est compliqué, c'est quelque chose qui est extrêmement simple. Puis savez-vous pourquoi la majorité des gens ils fail dans le marché des cryptos ou en trading? C'est que souvent, ils vont chercher la stratégie qui est ultime, puis ils vont regarder 22 YouTubers, puis ils vont avoir des techniques de stratégie de trading qui finissent plus, tu sais, puis finalement, c'est tellement compliqué qu'ils ont de la misère à se comprendre eux-mêmes. Puis moi, comme je suis un swing trader et aussi un investisseur dans la crypto, puis comme investisseur avec mes holdings, donc exemple, j'achète du Solana ou de l'Ethereum ou du Bitcoin, puis je fais du holding, juste comme holder, j'utilise ce graphique-là pour savoir quand vendre puis quand acheter. Puis jamais je vais pogner un top ou un bas de marché pile poil, mais ce graphique-là va me permettre d'être toujours profitable dans mes investissements puis de savoir exactement quand le marché est trop greedy puis les gens commencent à s'emballer un petit peu trop, c'est le temps de sortir. Puis au contraire, quand le marché est extrêmement dans la peur puis extrêmement négatif, ben, c'est le temps d'accumuler davantage. Fait que j'espère que ça vous aide. J'espère que maintenant, en comprenant ce graphique-là, en comprenant la psychologie renversée de quand les gens vendent, il faut acheter, quand les gens achètent, il faut vendre, puis quand les gens sont en peur, on doit être excité. Quand les gens sont en peur, nous, on doit être excité d'acheter. Puis quand les gens sont en excitation, nous, on doit avoir peur, commencer à avoir peur de pourquoi ces gens-là sont excités. Puis juste de comprendre cette mécanique-là, vous allez être en mesure d'avoir beaucoup plus de profitabilité dans votre portefeuille de crypto. Puis les prochaines années vont être bien meilleur pour vous que les dernières années si ça fait longtemps que vous êtes en crypto. Donc, si vous aimez le contenu, guys, vous savez, vous devez subscribe au channel si vous êtes sur Spotify, YouTube, peu importe où vous écoutez. Subscribe, on va avoir nombreux nouveaux podcasts comme ça qui vont vous aider énormément à comprendre toute la mécanique de la crypto, investissement, halving, ETF, toutes les nouvelles qui s'en viennent. Donc, sur ce, j'espère que ça vous aide. Passez une belle journée. On se revoit sur le prochain podcast.